doit laisser de côté la morale, et la bonne décision, c'est celle qui va servir l'intérêt de ceux qui ont voté pour lui, mais par contre, on ne le dira jamais de façon explicite, peut-être son intérêt d'être peut-être réélu, et peut-être aussi d'écrire son histoire propre, en prenant des décisions qui vont d'abord justement servir son intérêt et l'intérêt de la collectivité qu'il représente. C'est simplement, si je me suis permis de donner cet exemple, c'est pour vous dire que cette conception kantienne du monde, on peut la retrouver à l'échelle de l'individu, s'agissant de la morale et de l'éthique, mais on la retrouve aussi dans des réflexions qui concernent justement des grands ensembles, notamment des relations entre les États. Alors, il me semble aussi que je vais juste me permettre de reprendre, tel que je l'ai compris, les termes de la conclusion de cet exposé, c'est que, au final, eh bien, devenir soi-même, c'est aller sur le registre de l'éthique. Mais l'éthique, c'est quelque chose qui se construit individuellement. Alors, grande question, est-ce que tout individu est capable de construire son éthique? Nietzsche, qui, j'allais dire, n'a pas froid, qui a peut-être l'avantage de dire les choses de façon extrêmement claire, considère que, bien évidemment, que l'ensemble des hommes et des femmes ne sont pas capables de se construire une éthique. Alors, la morale, et je laisserai peut-être le développer après, la morale, Nietzsche n'aime pas trop, parce que la morale est par définition... elle est faite pour tout le monde. Voilà, elle est faite pour tout le monde, et elle limite ma capacité, justement, à construire, à fabriquer, si je puis dire, ma propre éthique. Donc elle comporte des éléments qui vont limiter ma liberté. Ma liberté, ma capacité à être dans la puissance, et la volonté de puissance est souvent mal comprise, parce qu'on croit que Nietzsche a dit qu'il fallait que tout le monde soit puissant, et donc on serait dans une espèce de situation dans laquelle on est dans l'image hobbesienne de la guerre de tous contre tous, parce que tout le monde voudrait être puissant, et si tout le monde voudrait être puissant, ça veut dire que le dernier mot revient au plus puissant de ceux qui sont candidats à la puissance. Et ce qui n'est absolument pas l'idée de Nietzsche, et je passe sous temps. Alors, je terminerai simplement par ce nom que tu as prononcé, donc le nom de Marcel Conche. Je suis ravi parce que ce café philosophique existe depuis 10 ans, et donc on n'a jamais eu, ce nom n'a jamais été cité. Et je vais me dépêcher d'abord d'aller lire de manière plus attentive justement Marcel Conche, parce qu'il me semble que cette distinction extrêmement subtile qu'il introduit entre la morale et l'éthique est de nature à nous aider peut-être à aller encore plus loin sur comment nous voudrions nous construire. Alors, deux questions, après je passe la parole à la salle évidemment. On a entendu parler d'éthique, de morale, de Marcel Conche, de Nietzsche, etc. Il y a un terme qui m'a manqué, on n'a pas parlé de déterminisme. Alors, on abordera tout à l'heure probablement. Je rappelle que la notion de déterminisme, c'est celle qui nous dit que, certes, l'individu a, évidemment, une liberté, mais cette liberté, elle est extrêmement réduite dans la mesure où nous sommes, justement, des êtres déterminés par la situation dans laquelle on se trouve, notre statut social, le quartier dans lequel nous sommes nés, nos capacités, etc. Et donc il y a un certain nombre de déterminismes extérieurs, sociaux, politiques, économiques, culturels, qui font que quand bien même je voudrais évidemment être acteur de ma vie et donc construire ma propre éthique, et avoir l'ambition de réaliser cette éthique, eh bien il y a ce que justement les sociologues appellent des déterminismes sociaux qui font que notre périmètre d'action reste limité. Deuxième élément, et c'est à la fois une question et une réflexion que je voudrais partager avec toi. Le terme de psychanalyse n'a pas été utilisé, c'est peut-être une bonne nouvelle, puisque on entend parler de psychanalyse partout. Et donc, qu'est-ce qui fait justement que dans cette structuration de notre psyché, qu'on n'ira jamais sur un certain nombre justement de choix éthiques, parce que nos choix éthiques sont aussi déterminés par ce fameux inconscient, si on y croit, parce que l'inconscient, c'est presque une question de croyance, d'autant plus que nous ne
neurosciences sont en train peut-être de faire voler en éclats un certain nombre de thèses freudiennes. Voilà, merci encore. Je propose de passer la parole à la salle et évidemment, si à un moment ou à un autre tu voudrais croiser tes réponses avec les réponses que tu voudrais apporter à mes questions, eh bien, pourquoi pas. Voilà. Oui, d'accord. Vous nous avez dit donc que la vie nous est donnée et vous avez parlé de la crise qui résulte, et qu'il y a même une crise probablement niveau 2 lorsqu'il s'agit d'initiation dans un certain nombre de religions ou de pratiques africaines ou autres. Bon, ça c'est une chose que je voulais dire, mais ce que vous avez évoqué concernant Kant et Michel-Ange me fait penser à cette citation de Sartre: la conscience est ce qu'elle n'est pas, et elle n'est pas ce qu'elle est. Donc, en définitive, on retrouve cela, c'est-à-dire qu'à la naissance, nous naissons avec une certaine potentialité, nos 5 sens, la possibilité de réfléchir, etc. Mais en réalité, notre véritable conscience, ce sac vide que j'appellerais, se révèle en fait par le fait qu'il devient conscience de quelque chose. Donc on retrouve un petit peu ce que vous aviez évoqué, vu par Sartre, à mon avis, un peu dans ce sens-là. Et ma question, alors, complémentaire, on n'a pas évoqué quelque chose qui me semble important, que j'appellerais la conduite du détour, c'est-à-dire la possibilité qu'a l'être humain, dans le cadre, avant même de parler de morale, dans le cadre, je dirais, initial, vital, de se dégager de l'instant présent pour pouvoir construire, fabriquer quelque chose et de revenir à l'instant présent. Pour prendre un exemple très, très banal, quelqu'un veut traverser une rivière, il n'est pas capable de le faire compte tenu de la conjoncture, et il dit, bon, ben, au lieu de se braquer sur ce problème, il se dégage du problème initial pour construire une barque ou une pirogue ou ce que vous voulez, et une fois qu'il a construit cette pirogue avec toute la chaîne technique que ça implique, il peut enfin traverser là. Et donc, c'est déjà, à mon avis, cette notion de liberté fondamentale, à partir de laquelle seulement on pourra commencer à éventuellement envisager la notion d'éthique. Oui. Parce que Je dirais que c'est même pas tellement la question du détour, c'est plutôt même la question de l'obstacle. C'est-à-dire que c'est précisément au moment où les hommes rencontrent des obstacles que la vie est mise en difficulté. C'est pour ça que je pense que la distinction entre vie et existence est importante. En réalité, parce que il disait, je n'ai pas parlé de psychanalyse, mais dans le cadre de cette thèse, j'aborde aussi quand même le problème, mais je l'aborde justement en particulier à travers le parcours de quelqu'un qui s'appelle Fritz Zorn, dont c'est quelqu'un, vous savez, qui est mort d'un cancer et qui raconte son histoire. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand les gens sont en difficulté, et en particulier, bon, là, Fritz Zorn, il est atteint d'un cancer, et c'est là qu'il prend d'un seul coup conscience qu'il a laissé passer sa vie. Parce que comme la vie est donnée, à la limite, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour vivre. Et donc vous dites détour. Oui, mais détour parce qu'il y a obstacle. Et ce qui est intéressant, c'est certes le détour, mais c'est d'abord l'obstacle. En réalité, les hommes s'intéressent vraiment à leur éthique, ou du moins se sentent presque obligés, on pourrait dire, de se construire une éthique dès lors qu'il va y avoir obstacle. C'est-à-dire obstacle au sens où justement, ils ne peuvent pas simplement continuer de se laisser vivre. Parce que la pente naturelle de l'homme, sinon, c'est de se laisser vivre. Au départ, on est effectivement comme les autres êtres. C'est pour ça que Kant a un petit peu raison quand même de comparer aussi l'homme à un arbre. Pourquoi pas? On peut se comparer aussi à d'autres êtres, mais pourquoi pas? Puisque se laisser vivre, c'est la pente naturelle de l'homme. Sauf que pour les hommes, se laisser vivre, c'est toujours plus difficile encore que pour les arbres, parce que les arbres dans une forêt, effectivement, ils se font concurrence, et nous, dans la société, on ne se fait pas d'illusions. On voit très très bien qu'il y a quand même une lutte sourde, plus ou moins étouffée, mais qui fait qu'effectivement, pour avoir une place au soleil,
eh bien, il faut parfois le faire aux dépens des autres. Et ça d'ailleurs peut faire partie, ça aussi, de la réflexion éthique de chacun. Parce que je ne sais pas si, enfin, je veux dire, tout le monde s'aperçoit d'ailleurs, de ce point de vue, qu'il y a carrément une contradiction dans notre morale. C'est à la fois, effectivement, soit bienveillant envers les autres, mais en même temps, tout le monde fonctionne avec une éthique qui est occupe-toi quand même de toi, et si c'est bon, ton avenir qui est en jeu, eh ben, tant pis pour l'autre. Donc parfois, on a une éthique qui est en contradiction de toute façon avec la morale générale. Je peux vous reprendre sur quelque chose. Oui. Vous dites que la vie, elle est donnée, mais quand on nous donne quelque chose, on peut l'accepter ou refuser. Alors que quand on est, on ne refuse pas, on n'accepte pas, donc je dirais plus le sens offrir. Oui. Oui, et pas donner, offrir ici, pour moi, oui, c'est des termes synonymes, mais on se rend bien compte que si un enfant, comme vous le dites, si un enfant dit à l'âge de 5 ans à ses parents, moi j'ai pas demandé à naître, je vais en finir avec la vie, on voit bien que tout de suite, ça nous heurte. Donc ça nous heurte parce que à travers les enfants, c'est la vie qu'on veut poursuivre. C'est pour ça que je disais qu'il y a... Alors après, offrir, effectivement, oui, on donne la vie à un être, et on lui interdit, finalement, et on n'arrive pas très bien à comprendre comment un être pourrait vouloir quitter la vie, puisque précisément, on a l'impression que tout ça, ça ne nous appartient pas, et c'est ça la difficulté entre morale et éthique. C'est qu'effectivement, la vie nous est donnée ou nous est offerte, normalement, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et de même qu'il y a même des gens qui reprochent à d'autres, Marcel Conche, un peu spécial là-dessus, et il dit carrément qu'il faut accepter aussi de prolonger la vie. C'est-à-dire que pour lui, c'est presque une faute morale que de ne pas accepter de prolonger la vie. Bon, alors, il a des théories sur l'avortement, il est contre l'avortement, etc. Il est pour la prolongation de la vie. C'est-à-dire parce que lui, bon, il fait en même temps l'apologie de la nature, etc. Mais voilà, il y a une espèce de sens immanent de la vie, et on a l'impression que tous ceux qui voudraient interrompre ce sens immanent, ça veut dire ce sens intérieur à la vie, sont en tort et sont en faute. Alors qu'effectivement, il va y avoir un problème qui va se poser, tout le monde le sait très bien, en France c'est un débat qu'on recule et qu'on repousse de plus en plus. Et voilà, on va tous vieillir, on va être très nombreux à être très vieux, et très vieux très longtemps. Alors non seulement il y a le problème des retraites, on le sait, qu'on n'arrive pas à le résoudre, mais il n'y a pas seulement le problème des retraites, il y a le problème de savoir, est-ce qu'on ne va pas être obligé quand même de mettre dans les droits de l'homme un nouvel article, c'est-à-dire pas simplement évidemment le droit à la vie, mais aussi le droit de mourir. Est-ce qu'on ne va pas être obligé d'aller jusqu'à, peut-être, justement, c'est un débat ça, mais c'est un débat qui d'un seul coup obligerait justement à réfléchir sur le fait que l'existence, c'est quelque chose qui nous appartient, pas la vie, mais l'existence. Et moi, personnellement, je comprends très très bien les vieillards, par exemple, qui décident d'en finir, moi je comprends parfaitement. C'est quelque chose qui m'apparaît tout à fait cohérent. Personnellement, je ne trouve pas ça une faute morale. Personnellement, je pense qu'il faut aussi peut-être avoir se donner les moyens d'avoir une existence qui correspond à l'image qu'on a voulu qu'elle ait. Et si à la fin, cette image est ternie par le fait qu'on soit obligé de moisir pendant des années dans une longue maladie et qui ne permet plus à l'être d'être vraiment lui-même, moi personnellement je ne suis pas contre. Donc je pense que ce débat aura lieu forcément à un moment ou à un autre, même si en France pour l'instant tout le monde recule par rapport à ça. Bonjour. Oui, on dit jeu toute sa vie. Et le contenu de ce sujet change. Antigone, pour moi, n'a pas fait un acte au débit de la société. Elle a dit simplement « je n'accepte pas quelque chose ». Et peut-être son acte est contenu dans l'étymologie de son nom. Quand je fais une action, je n'ai pas l'impression de l'inscrire au débit d'un autre. Et me vient une citation de Goethe: je préfère devoir que de payer avec une monnaie.
qui n'a pas mon effigie. Qu'est-ce que... attendez, rendez-lui peut-être le micro, parce que je ne sais pas trop où vous voulez en venir. Je veux dire que la réalisation de soi... Donc, au départ, vous avez dit plusieurs choses. Alors, vous avez dit d'abord, on change, vous êtes d'accord, on change. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que même si on se fonde une éthique, on peut aussi la modifier peut-être en cours de route. Ceci dit, je pense que les gens qui sont déterminés dans l'existence, ce sont souvent des gens qui se sont donné une ligne de conduite et qui, en général, n'en changent pas trop. Bon, enfin... Après j'ai pas très bien compris où vous vouliez en venir. Non, on change toute sa vie. Ce qui était peut-être un point fort il y a 24 heures ou 5 ans, changera. Et heureusement, c'est ça cette liberté aussi. Oui, parce que peut-être le regard embrasse davantage de choses et que l'âge aidant également. Donc je ne suis pas surpris. Et quand quelqu'un hésite, c'est peut-être qu'il a plus de choix qu'on ne pense, et des choix peut-être équivalents, et qu'une décision est difficile à prendre. Il y a ça. Maintenant, dans le Gai Savoir, on posait la question à Nietzsche, qu'est-ce qu'il y a de plus humain? Il avait répondu, ne pas humilier une personne. Bon, donc, dans la réalisation de l'éthique, qui veut dire le verbe être, je crois. Dans éthique, il y a ethos, donc ça veut dire ça renvoie à mœurs éthiques. Ça ethos. D'accord. Donc, si on respecte ceci, on peut agir et on n'est pas ni en humiliation de l'autre, ni au débit de l'autre. Oui, d'accord. Mais j'ai quand même insisté sur un point qui justement fait la difficulté, à mon avis, de l'éthique, c'est qu'il y a une certaine violence qui se dégage de l'éthique. Parce que cette reprise de soi, qui fait qu'on veut être au fondement de soi, c'est ça qui fait problème. C'est pour ça que Marcel Conche, lui, alors, parce que bon, en réalité, j'ai communiqué à Adéla un texte que j'ai fait paraître dans une revue, où justement, à propos de cette distinction éthique et morale, parce que je ne suis pas totalement d'accord avec Marcel Conche sur la manière dont il traite cette distinction, et parce que lui, finalement, Marcel Conche est resté, je dirais, un peu craintif. Craintif, c'est-à-dire qu'il admet que l'éthique est au-delà de la morale, mais il n'arrête pas de dire qu'on doit se consacrer éventuellement à son éthique, mais dans le cadre de la morale. Donc, il a préféré quand même, si je puis dire, baliser les limites de l'éthique au cadre de la morale. Et ce qu'il appelle la morale, c'est effectivement la morale universelle, c'est la morale kantienne, c'est la morale des droits de l'homme. Donc ça va dans le sens de ce que vous disiez, il faut faire attention évidemment à aller jusqu'à éventuellement à ne pas humilier l'autre. Alors comment Nietzsche lui s'en sort? Il s'en sort, alors si vous avez le Gai Savoir chez vous, je vous recommande de lire particulièrement le paragraphe 338. Le paragraphe 338 du Gai Savoir, c'est un paragraphe exceptionnel qui résume une grande partie de ce qu'on a dit là. D'une part, sur le fait qu'on n'a pas à se mêler de ce qui fait le bonheur ou le malheur d'un autre, et que par conséquent, parfois, la compassion qu'on a pour les autres est franchement impudique. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement impudique. Et d'autre part, Nietzsche insiste beaucoup sur l'idée que finalement, lui, son éthique, si elle ne dérange pas trop les uns et les autres, c'est parce qu'il s'éloigne. C'est exactement le problème de la forêt. Il sort de la forêt, il s'éloigne. Nietzsche est un solitaire. Donc finalement, il ne dérange personne, puisque c'est tellement éloigné qu'on sait qu'il est mort, un petit peu considéré comme, à la fois comme un fou et comme un être à part. Parce qu'effectivement, il y a aussi ce risque-là de parfois trop s'éloigner. Je rends le micro, mais je dirais que la morale n'a rien dit au temps de l'esclavage. Oui, mais bon, enfin là, on change un petit peu de... Oui, mais la morale, je vous rappelle que chez les anciens, tout le monde n'est pas homme. Puisqu'Aristote dit clairement
qu'il y a des hommes qui sont nés pour commander, d'autres pour obéir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une justification de l'esclavage chez Aristote, puisque tout le monde n'est pas homme de la même façon. Et on sait très bien que nous, les Européens, on n'a rien à dire là-dessus, puisqu'on a prolongé les choses d'une manière abominable plus tard, donc on ne peut pas reprocher finalement. Mais je suis d'accord avec vous ici. Oui, je voudrais juste réagir, mais peut-être d'abord... Alors, juste, évidemment, on est obligé de... Enfin, je me sens obligé de mettre un petit peu le débat sur le terrain de la philosophie politique, parce que depuis tout à l'heure, on est un petit peu dedans sans le dire. La question de la philosophie politique, comme tu le sais, ben c'est comment organiser ce fameux vivre ensemble. C'est comment ce contrat social qui fait que une société va se constituer et que des individus vont pouvoir exister ensemble. Intervient la question justement de l'éthique et de la morale. Alors, quand la question s'est posée avec Rousseau et les autres, le contrat social, on en est un petit peu loin parce que le contrat social a été signé, il a été mis en œuvre, il y a eu des choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, si on part sur le constat des sociologues, c'est qu'on est sur une dynamique sociologique qui produit ce qu'ils appellent de l'atomisation sociale. On est une société d'individus et la courbe, j'allais dire, de cette logique collective qui porte le collectif, qui permet à une société justement de vivre, de s'organiser et de se reproduire, eh bien cette courbe elle est plutôt en train de baisser. Et donc on est dans cette espèce de société postmoderne, on ça comme on veut, et dans laquelle chacun se dit moi, moi et moi. Alors, on a un certain nombre de signes qui montrent que cette culture du moi n'est pas sans conséquence sur un certain nombre de problèmes, de conflits, de pathologies entre guillemets sociales, etc. Alors, ma question est la suivante, parce que cette éthique, qui va l'encadrer. Parce que si on pose le postulat selon lequel l'éthique, c'est l'existence. L'existence, je suis maître de mon existence. Il m'appartient de définir les règles sur lesquelles j'ai envie de vivre. Mais alors, qui va me rappeler que cette éthique que je vais me donner, elle s'inscrit dans un ensemble et que, faisant partie de la forêt, parce que je n'ai pas encore quitté la forêt, je ne sais pas à quoi ça ressemble la vie en dehors de la forêt, c'est la solitude, c'est le thème que tu abordes. En faisant le lien avec Marcel Ponche, et finalement, dans cette solitude, on finit par se rendre compte qu'on ne va pas très loin, parce que du coup, l'éthique se construit dans l'interaction, c'est-à-dire qu'il faut vérifier la pertinence des choix éthiques que j'ai faits en étant en interaction avec mes semblables. Après, c'est la notion Robinson Crusoe, mais ça, tu nous diras un petit peu à quoi ça ressemble, l'éthique à la Robinson Crusoe. Donc, je synthétise. La question, me semble-t-il, c'est l'éthique. Je pense que chacun d'entre nous y tient, parce que c'est là où il y a de la liberté, c'est là où il y a de l'autonomie, c'est là où je peux me réaliser, être un peu acteur de ma vie, entre guillemets, etc. Mais si je le fais sans le souci de l'autre et sans le souci du collectif, eh bien, on est dans une société, on va être dans une société dans laquelle il y a des atomes et des électrons libres, mais qui n'obéissent plus à aucune règle. Et la deuxième réflexion sous forme de question, que penses-tu de cet usage abusif du terme éthique? Parce que maintenant, il y a des conseils, des hommes et des femmes qui sont réunis, qui sont choisis, pour nous dire c'est quoi l'éthique aujourd'hui par rapport à l'euthanasie, par rapport à ceci, par rapport à cela. Est-ce que c'est un détournement, justement, conceptuel, et dans ce cas, c'est pas très gênant, mais si maintenant la société nous dit je me suis occupé de la morale depuis que la société existe, parce que la société a défini la règle morale, et maintenant elle est en train de s'approprier le champ de l'éthique, qu'est-ce qui va nous rester, nous, en tant qu'individus, et comment on va nommer ce champ dans lequel on va essayer d'exister avec notre singularité, notre intériorité? Oui, alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, première question, c'était concernant le champ social, l'atomisation, c'est ça? Le problème du fait que c'est vrai qu'on est dans une société où peut-être on a presque trop bien compris qu'il y avait donc la morale et puis il y avait la possibilité pour chacun voilà, de construire sa vie à partir d'une éthique.
Mais en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute la difficulté, c'est ce que Marcel Conche affirmait, c'est-à-dire, lui, il dit, il y a un au-delà de la morale, mais en même temps, il ajoute que l'éthique de chacun doit se construire dans le cadre de la morale. Autrement dit, il a mis quand même des barrières pour éviter effectivement que l'éthique de chacun puisse être délirante, ou du moins puisse être, alors à ce moment-là, provoquer en tout cas, susciter dans la société un chaos généralisé. Si c'est au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, si on prend la position contraire de Nietzsche, et c'est vrai qu'elle, quand elle est interprétée telle qu'elle, c'est vrai que Nietzsche, lui, pour éviter, on pourrait dire, ce débordement, cette confrontation qui n'aboutirait effectivement à aucun chaos, alors il dit, il faut que tout le monde reste dans le rang, et autrement dit, vive le conformisme de la morale. Voilà. Alors, à notre époque, eh bien, je dirais que le problème, c'est que d'une part, le conformisme de la morale, ça n'a pas l'air de marcher très fort, effectivement, parce que même ça, c'est pas vraiment respecté. Mais surtout, ce que je reprocherais à ce moment-là à la façon dont les personnes comprennent le sens de l'éthique, c'est un peu comme les jeunes qui diraient, donc l'éthique, ça veut dire, je me donne mes propres règles, donc mes propres règles peuvent être totalement arbitraires, totalement... finalement, c'est la confusion avec la licence, le droit de faire ce que je veux. Or, l'éthique, ce n'est pas ça. Parce que l'éthique, bien comprise, c'est au contraire d'essayer de faire de sa vie quelque chose qui dépasse la vie, mais qui dépasse la vie en termes de qualité. Donc, en réalité, quand on lit Nietzsche, on voit bien que c'est quelqu'un qui ne peut pas être compris par le commun des mortels, parce que lui-même s'est infligé une discipline de vie, mais effrayante. Un peu comme certains sportifs se plient à une discipline de vie pour aboutir à quelque chose qui n'est pas à la portée du commun des mortels. Donc le problème, il est là, c'est qu'il ne faut pas prendre, effectivement, le mot éthique devient à ce moment-là banalisé, édulcoré, tout ce qu'on voudra, il ne veut même plus rien dire, dès lors que le résultat qu'on obtiendrait de l'éthique serait inférieur à celui que donne la morale. Voilà, il est là. Donc déjà, effectivement, dans ce cas, il vaut mieux abandonner le mot éthique, il faut mieux abandonner cette conception et faire revenir tout le monde dans le rang de la morale. C'est un peu ce que dit Nietzsche. Dans ce cas, il vaut mieux le conformisme lent de la morale, qui permet au moins dans ce cas à l'humanité de s'acheminer et de continuer à avoir une histoire, parce que finalement, c'est vrai que si on s'en tient au moins à la morale, on essaye au moins de faire en sorte que, par exemple, que la génération qui vient devant nous, eh bien, elle puisse vivre. Effectivement. Donc effectivement, la morale, elle est préoccupée par la continuité de la vie, par la pérennisation de la vie. Bon, l'éthique, c'est quelque chose de plus effectivement privé, mais il ne faut pas le prendre au sens effectivement donc banal qui consisterait à se donner des petites règles, vous voyez, arbitraires. Ça relève pas de l'éthique, ça c'est n'importe quoi. C'est pas de l'éthique, ça. Alors, l'éthique au sens nietzschéen ne serait absolument pas démocratisable. Voilà, à la limite, l'éthique au sens nietzschéen, c'est pas démocratisable. Voilà, le problème il est là. Et d'ailleurs, Nietzsche fait une très sévère critique de la démocratie, parce que précisément, il dit que finalement c'est un idéal médiocre. Il ne faut pas oublier. Non mais c'est vrai que, alors, bien sûr, on n'apprécie pas Nietzsche, mais il ne faut pas oublier que Nietzsche vise une aristocratie, quoi. Le surhomme, ça ne veut pas dire, attention, chez Nietzsche, l'idéal du surhomme, c'est pas le surhomme au sens de Rambo, hein, c'est pas un homme qu'on aurait trafiqué biologiquement et qui serait plus puissant physiquement que chez... Non, le surhomme, c'est un créateur. Ça veut dire quoi, un créateur? Ça veut dire justement un homme capable de créer des valeurs, au sens où justement, il n'épouse pas forcément les valeurs déjà données, il est capable de se donner et de se fixer sa propre échelle de valeurs. Mais c'est pas à la portée du premier venu. Donc effectivement, dans ce cas-là, si on ramène l'éthique vraiment à tout ce que chacun peut bricoler dans son coin et s'autoriser ensuite, c'est vrai que là, effectivement, c'est totalement le fiasco.
Merci. Bon, alors pour répondre à la deuxième question, je ne sais pas ce que c'est. La deuxième question, c'était sur le plan politique, plutôt. Alors, Oui, je ne sais plus ce que j'avais dit, mais en tout cas, c'était une réflexion aussi, c'était pas forcément une question. L'utilisation du mot éthique. Mais l'appropriation du concept de l'éthique. ah oui, oui. Ouais, c'est vrai que le mot éthique est utilisé maintenant à toutes les sauces. Alors effectivement, oui, c'est pour ça que les philosophes, eux, l'avantage des philosophes, c'est qu'en général, ceux qui sont sérieux, voilà, ils essayent de définir très strictement le sens dans lequel ils emploient le mot. Effectivement. Ouais. C'est une forme d'étatisation de l'éthique. Voilà, c'était ça. Et c'est vrai que, oui, L'appropriation par oui. l'État. Aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qui va nous rester pour pouvoir exister? On n'est pas obligé de se soumettre à ce que les institutions essayent de nous imposer. La philosophie, de toute façon, comme la pensée en général, comme l'art en général, se fait toujours en marge de ce que les institutions essayent d'imposer. Alors après, les institutions, à leur tour, récupèrent tout ce qu'elles peuvent récupérer, tout ce qu'ils vont. On voit bien, les surréalistes ont dit récupérer, ça c'est un mouvement social inévitable. Quitte alors à ce moment-là à inventer d'autres mots, d'autres concepts. Alors, vous nous parlez de la morale, de l'éthique, de la philosophie extérieure, mais devenir soi-même, ça se pratique au quotidien. Alors, je vais partager les choses en deux. Dans la première partie de notre vie, nous agissons en fonction de ce que nous croyons être pour exister aux yeux des autres. Donc, se plier à ce qu'on entend de nous pour obtenir la reconnaissance dont nous avons besoin.